Bienvenue dans le podcast À ta couleur. Moi, c'est Marie-Pierre, mais tout le monde m'appelle la voisine. Je t'accueille depuis ma maison jaune, au cœur d'un petit village rural où j'ai choisi de ralentir pour mieux écouter et mieux raconter. Très jeune, j'ai compris le pouvoir de ces récits qui touchent, qui nous rassemblent autour de quelque chose de plus grand que soi, puis qui nous donnent la permission d'être pleinement humain. C'est pas un hasard si j'étudiais l'histoire. À l'époque, je pensais observer le passé, mais je me préparais surtout à ce que je fais aujourd'hui. Aider les entrepreneurs à fouiller dans leur propre histoire pour y trouver du sens, se révéler et apprendre à se présenter à partir des pépites qu'ils portent déjà en eux. C'est ça le storytelling introspectif, un pont entre la connaissance de soi et la communication. Ici, tu vas entendre mes réflexions en solo, puis des conversations complices avec des invités qui ont choisi d'aligner leur entreprise sur ce qui les habite profondément. Parce qu'au fond, ce qui connecte, c'est pas juste ton expertise, c'est qui tu es. Alors installe-toi sur ma galerie puis laisse-toi inspirer. Salut à toi, bienvenue sur le podcast À ta couleur. Tu sais, parfois on avance dans des expertises, chacun de notre côté, jusqu'au jour où on se rend compte que nos chemins finissent par se croiser, qu'il y a des points à connecter entre deux mondes qu'on pense parfois différents. Celui de la pub, celui du storytelling, par exemple. Aujourd'hui, je reçois Charles Davignon, fondateur d'Antilope, une agence de publicité en ligne et cofondateur aussi du cabinet des curiosités. Et ensemble, on va justement connecter les points. On va discuter de l'importance de clarifier son message avant de l'amplifier, du rôle des émotions dans les pubs et bien sûr, du cabinet des curiosités, cette grande collaboration qui nous réunit aujourd'hui. Salut Charles! Allô, merci beaucoup pour l'invitation, Marie-Pierre. Heureuse de te retrouver sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que j'ai oublié des éléments importants à mentionner sur toi? J'ai fait on s'entend, une petite présentation très rapido. Non, je pense pas. Je pense pas. T'as bien résumé ça. Cabinet, Antilope, ça fait partie de mes deux projets principaux. Ouais. On va en parler d'ailleurs plus en détail de ces deux chapeaux-là, justement. D'abord, je dois dire qu'on se connaît de vue, tous les deux. On se croise chaque année au WAC, maintenant appelé Interface, un événement annuel qui a lieu à Québec à chaque printemps, organisé par mes amis de Capital Numérique. On a aussi des amis entrepreneurs en commun. Mais ça n'a jamais vraiment donné, Charles, qu'on prenne le temps de jaser toutes les deux. Non, c'est vrai, c'est un bon point. Ton nom, je le connais très bien, mais c'est vrai qu'on s'est jamais posé plus que ça. Ben écoute, c'est la bonne occasion pour le faire. C'est aujourd'hui que ça se passe. Ouais. Avant qu'on parle de pub, Oui. notoriété, de conversion, tous des mots qui gravitent dans ton univers, j'ai envie qu'on retourne un petit peu en arrière quand même pour les gens qui te connaissent pas. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, Charles, à fonder une agence de pub? C'est quoi le bout de ton histoire qu'on connaît pas encore derrière ce choix-là? Je vais commencer par le bout qu'on connaît pas de cette histoire-là, puis après je vais la refaire un peu au complet. Mais je voyais pas d'autres options. Je connaissais pas d'autres possibilités que ça. Dans le fond, moi j'ai commencé à toucher au marketing, puis à la création de sites web, puis à ce genre de trucs-là, au secondaire, dans des projets d'entreprise étudiante, des choses comme ça. Puis ça m'a amené à faire un site web pour quelqu'un que je connaissais. Puis ensuite, par le plus grand des hasards, euh, tombé à être prestataire pour une agence qui était pas loin de chez moi, etc. Puis c'est comme ça un peu que j'ai touché à tout. J'ai touché à de la publicité, puis de plus en plus de pubs, mais j'ai touché à plein de trucs à gauche puis à droite. Puis c'est comme la continuité logique pour moi de lancer Antilope. Puis je l'ai fait aussi, bon, je l'ai fait un peu avec la naïveté puis l'arrogance peut-être de pouvoir faire mieux. Là, on s'entend des agences, il y en a beaucoup, mais je l'ai fait surtout avec cette idée-là que ben, des agences, il y en a beaucoup, mais le cliché des agences de publicité, des agences marketing, c'est l'usine à burn-out. Tu finis l'université, tu t'en vas dans une agence, tu fais un an ou deux, tu essayes de pas faire d'arrêt de travail et ensuite tu t'en vas en entreprise faire de la pub, faire du marketing, mais avec des vraiment meilleures conditions. Les agences n'ont pas une bonne réputation, puis j'osais espérer pouvoir faire mieux, faire différent et tout. Fait que je l'ai lancé tout d'abord pour essayer de faire un environnement de travail un peu différent pour l'équipe et tout ça. Fait que ouais, c'est ce qui m'a un peu poussé à faire ça. Aujourd'hui, je pense que cet objectif-là, on le travaille tout le temps, mais je pense que c'est une de nos priorités encore. Si on travaille avec des horaires flexibles, on limite le nombre de clients. Ça, c'est un des grands éléments qui fait que ben, on n'est jamais en rush en train de courir partout comme des poules pas de tête, puis ce genre de trucs-là. Fait que c'est un des trucs qui me rend très fier. Puis en plus, ben, ça nous permet aussi d'avoir une belle expérience pour nos clients et des bons résultats. Il faut pas l'oublier, c'est quand même, c'est quand même important dans le lot. Quand même. Puis j'aime ça que tu dises
que tu as un peu voulu redéfinir, si on veut, Mhm. comment ça se passe en agence. Puis moi, il y a le nom Antilope que je me demande, ça vient d'où? Est-ce que c'est parce qu'en pub, il faut être rapide sur ses pattes? C'est-tu en hommage à l'animal ou ça... Oui, ok. Absolument pas. Ah, C'était parce que... Euh, dis-moi. C'était parce que les autres noms étaient pris, tout simplement. On a sorti plein de noms, puis c'était comme le nom qui nous parlait le plus. C'était vraiment au feeling. Effectivement, après, on peut le rétro-expliquer en réécrivant l'histoire. Puis c'est vrai qu'une antilope, c'est rapide, c'est vite sur ses pattes, ça court très vite. Puis je trouve que dans l'univers du marketing, ça correspond bien à la publicité aussi. Du SEO, de la création de contenu, c'est des choses qui sont très lentes, mais qui marchent très très bien. Genre, il y avait la tortue, ben, le SEO, la création de contenu, c'est la tortue, clairement. Ça marche très très bien, ça peut être une super croissance, mais pas demain. La pub, c'est un peu plus rapide. Bon, c'est pas vrai que c'est comme un claquement des doigts, puis demain, tu vas avoir des dizaines de ventes, mais ça a cet effet-là de plus d'effet d'instantané, parce qu'au lieu d'utiliser ton temps et ton énergie comme levier, tu utilises de l'argent, du budget, donc c'est sûr que ça vient aider. Fait que ouais, Antilope, de base, avait pas trop de signification, mais c'est construit son historique, puis son côté mythique au travers du temps aussi. Vous êtes bien tombé, vous avez été chanceux, ça donne bien, finalement. Ouais, exact. Ben, on est allé au feeling, mais il y avait quand même, tu sais, fallait que ça nous parle par rapport à la pub aussi. Bien sûr. Aujourd'hui, Charles, on sent que le public est un peu saturé là, par, je dirais, les discours trop marketés. Les gens veulent sentir le vrai derrière une marque, derrière une entreprise. Tu sais, je pense à des valeurs qui sont incarnées, une voix qui va se démarquer, euh, un ton authentique. Puis je trouve que c'est souvent là qu'une histoire bien racontée fait toute la différence. Toi qui travailles en pub sur les médias sociaux, est-ce que tu dirais que ça ouvre la porte à des campagnes plus authentiques qui performent mieux parce qu'elles connectent plus fort? Définitivement. C'est nous, une entreprise qui n'a pas une identité de marque qui est définie puis qui est forte, qui est pas capable de communiquer cette identité-là. Puis quand je parle d'identité, tu sais, oui, il y a le côté valeur. Tu sais, une entreprise qui a des valeurs fortes, des valeurs exprimées, ça compte dans son identité, mais c'est aussi sa ligne éditoriale, sa façon de s'exprimer, la relation qu'elle a avec sa clientèle. Puis toutes les identités sont bonnes, mais plus elle est dans la moyenne, c'est plus qu'on est une entreprise qu'on veut corpo, un peu beige, comme on se cache sous le parapluie du professionnalisme pour pas trop exprimer grand-chose. Ben, plus on s'éloigne de ça, plus on arrive à avoir une identité forte, mieux ça marche en publicité. C'est vraiment aussi simple que ça parce que tout le monde le sait, là, des publicités, on en voit des milliers par jour. J'ai juste à ouvrir n'importe quelle application sur mon téléphone, il va y avoir de la publicité. Le cerveau humain est habitué à les ignorer. T'sais, plus on voit quelque chose de répétitif, c'est comme passer à côté de toujours le même panneau publicitaire dans la rue, on l'oublie, puis jusqu'à temps qu'il y en ait un nouveau, puis qu'on se dit, ah, il me semble que ça l'a changé, je peux plus dire ce qu'il y avait là avant, mais j'ai l'impression que c'est nouveau. C'est le banner blindness, puis c'est un peu le phénomène que notre cerveau a à effacer ce qui revient tout le temps, puis qui nous intéresse pas. Puis les identités de marque forte, ben, ça fait ça. Ça fait cet effet-là de hey, ça existe et est-ce que ça pourrait m'intéresser? Puis plus l'identité là, plus qu'une marque émotionnelle forte, plus qu'on touche les personnes, que ce soit en les faisant rire, en les marquant par notre façon de parler, peu importe. Puis plus on est mémorable, puis plus ça donne des bons résultats en pub. Fait que moi, je dirais que oui, c'est presque inévitable aujourd'hui. Il y a encore des business qui arrivent en étant comme un peu plus dans la masse, mais c'est moins en moins le cas. Nous, une entreprise qui nous arrive et qui nous dit, ben, je veux faire de la pub, je veux des bons résultats et tout, puis qu'il y a une identité qui est pas très forte, on va lui dire de commencer à travailler ça en premier parce que c'est vraiment pas le bon moment pour elle de faire de la pub. J'adore. Tu dis plein d'éléments que j'ai envie de reprendre puis qu'on va jaser aujourd'hui. Tu parles d'identité forte. Dans ton travail de stratège pub, tu dois croiser justement toutes sortes de profils d'entrepreneurs. Il y a ceux qui arrivent avec une identité forte, une identité bien définie, hein. Ils savent, par exemple, ce qu'ils défendent, leur combat, à qui ils s'adressent. Leur discours est sûrement plus aligné sur leurs valeurs. Puis il y a ceux qui sont peut-être encore dans le flou. Peut-être que leur message pourrait changer d'une plateforme à l'autre. Ils essaient de parler à tout le monde. Bon, j'imagine que tu vois clairement la différence dans la qualité des résultats aussi que ça génère. À ton avis, qu'est-ce qu'un entrepreneur doit absolument savoir sur lui-même pour que sa communication puis ses pubs fonctionnent vraiment? Bonne question. Euh, je vais
Je vais commencer par l'inverse, puis après, je vais répondre sur lui-même. Je pense que la première étape passe par sa clientèle. Parce que toutes les entreprises qui débutent vont commencer par essayer de trouver quelque chose qui va être intéressant pour sa clientèle. Puis si tu le fais pas, ben, tu feras jamais de vente parce que si tu as quelque chose qui intéresse pas ta clientèle cible, ben ça marche pas. Puis plus tu comprends ta clientèle cible, plus tu comprends exactement c'est quoi les besoins spécifiques qu'elle a, c'est quoi les créneaux de clientèle qui ont ce besoin-là pour vrai, puis comment toi tu peux le résoudre. Fait que je pense que ça part par là, ou en tout cas moi c'est la façon que je l'ai vu le plus souvent. Ça part de l'autre, de ben je suis plus juste en train d'offrir n'importe quoi à qui que ce soit, mais c'est comme je comprends de mieux en mieux ma clientèle, puis j'ai saisi, ok, oui je peux faire du marketing pour tout le monde, oui je peux faire de la rédaction, disons de la rédaction d'articles de blog, je peux en faire pour tout le monde, mais je vois bien que c'est les entreprises de construction qui en ont vraiment plus besoin, pour qui c'est difficile parce qu'ils n'ont pas le temps de faire ça, c'est des gars de chantier, puis vraiment ils n'ont pas d'énergie à mettre là-dedans. Puis je vois bien que c'est là que je peux leur amener de plus de valeur. Fait que je pense que ça commence de l'autre, puis ensuite ça vient vers soi. Parce qu'on part une business, puis généralement la première année, ben, en tout cas, moi, mon cas, la première année de ma business, le but c'était de manger, de payer mon loyer, puis peut-être d'avoir du fun, mais priorité numéro 3, mettons. T'sais. Puis c'est parfait, tant mieux si tu arrives à mettre du fun puis à prioriser un peu toi-même dès le début. Je pense que c'est très valable. Mais en tout cas, dans mon cas, je veux dire, tu commences par prioriser, tu prends un peu de tout. Puis une fois que tu as bien compris qu'est-ce que ta clientèle a de besoin, etc., comment tu peux vraiment l'aider, mais là, je pense que le côté de soi puis de l'identité de soi vient plus s'intégrer. Parce que c'est comme, OK, je vois bien que les entreprises de construction qui ont besoin d'articles de blog, c'est quelque chose qui est bien, etc. Visiblement, j'ai un peu de talent là-dedans. Est-ce que ça me plaît? Puis ensuite, ben, au-delà de ça, comment que je communique au travers de ça? Est-ce que, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Qu'est-ce qui me parle? Comment je peux les communiquer? C'est quoi mes priorités, mes valeurs au travers de ça? Puis je pense que c'est là où le soi, puis l'identité personnelle, ou l'identité de marque, qui est des fois deux choses différentes, peuvent venir un peu plus s'intégrer. C'est un processus qui est difficile à presser. Puis je pense pas que jour 1, j'aurais pu définir tout ça dans mon entreprise parce que j'ai tellement rien vu que faut que j'essaye, faut que je me trompe, faut que je me dise, je vends quelque chose, finalement je me rends compte que je pensais que j'aimerais ça, j'aime pas ça. Il y a beaucoup de recherches à faire au travers de ça. Deux choses que tu dis sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Mhm. L'importance de savoir, dans le fond, à qui on parle, qu'est-ce qu'on offre, puis quel Ouais. besoin ça vient répondre en premier pour après ça aller coller, si on veut, de soi, on va dire on pourrait dire son histoire. Ouais, c'est tellement important parce que ça, ça, ça évite de parler que au jeu. Tu sais, c'est-à-dire Ouais, c'est vrai. que, ouais, parce que tu sais, dans mon univers, bon, moi, en storytelling, je fais de l'accompagnement pour, en fait, identifier ces fameuses pépites de connexion. Dans mon univers, c'est comme ça que je les appelle, les pépites de connexion, puis il y en a 10 principalement à trouver. Puis tu sais, la pépite, une des pépites les plus importantes, c'est la pépite de la transformation. Donc, quelle transformation tu fais vivre, tu sais, et pour ensuite être en mesure d'aller voir dans ton parcours qu'est-ce qui peut se relier à ce que tu offres aujourd'hui, à qui tu t'adresses, qu'est-ce qui dans ton parcours peut créer du sens avec aujourd'hui ton entreprise, ton offre et ton identité. Donc, c'est vrai qu'on fait le chemin inverse aussi, tu sais. C'est assez intéressant parce que moi, j'amène les gens à creuser dans leur passé, si on veut, qu'est-ce qui va venir coller à ce qu'ils offrent aujourd'hui, qui va venir créer du sens pour le raconter et le révéler à leur tour. Donc, j'adore ça que tu dises ça. Ouais, je trouve ça franchement pertinent. T'apportes un autre point sur lequel j'ai envie de réagir aussi. Tu dis, hey, je suis pas sûre, moi, qu'au début, quand je me suis lancée, j'aurais été capable de faire tout ce travail-là. C'est venu comme après. C'est franchement intéressant parce que je crois aussi que y a pas de moment parfait pour je vais dire, connecter à soi ou aller à la recherche de ces fameuses pépites-là pour créer son identité. Parfois, il y en a qui vont avoir ça dès le départ, dépendamment de toutes les expériences de vie qu'on a aussi, d'où qu'on atterrit aussi. Puis, ben, il y en a d'autres qui ça va être en cours de chemin. Il n'y a pas de timing parfait, mais c'est toujours important et révélateur, je trouve, de faire l'exercice, que ce soit au départ ou en cours de route. Parce que je pense que vendre sans se connaître, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain, c'est un peu comme bâtir une maison sur du sable. Tu sais, c'est un peu comme... C'est vrai que c'est comme c'est pas pour autant que tu pourras pas vendre, tu pourras pas générer de résultats, mais ça sera peut-être pas les bons. Tu vas toujours devoir recommencer. Ouais, Ouais, c'est comme une belle si analogie. ça gagnait en solidité
Tu sais, quand on a Ouais. cette espèce de... Je prends souvent la métaphore de la maison, là, cette espèce de fondation-là solide sur laquelle on peut ensuite aller construire le reste, tu sais. Puis, selon toi, qu'est-ce que ça change concrètement là, en aval quand un entrepreneur qui a pris le temps de bien se définir, de mettre des mots clairs sur ce qu'il porte, que ce soit son histoire, ses valeurs, le combat, peu importe, qu'est-ce que ça change concrètement pour le stratège de pub quand un entrepreneur arrive puis il connaît déjà tout ça, il a déjà tout mis les pièces en place. C'est des pièces qui finalement évoluent au fil du temps, on s'entend. C'est quelque chose que une fois qu'on l'a, c'est pas figé dans. C'est comme des fondations, mais qui évoluent quand même, qu'on rénove un peu sans arrêt. Mais pour nous, d'avoir cette identité-là en pub, c'est presque 2 fois plus de résultats. C'est à ce point-là qu'on a vu une différence. Et ce qu'on a vu, c'était un peu à la fin de la COVID, genre 2020, 2022, je sais même plus les années. Dans ces années-là, où il y a eu une grosse explosion de l'achat local en 2020. C'est comme les gens se sont retournés puis ont dit OK, let's go, on encourage tout le monde. Fait que toutes les boutiques en ligne qui vendaient des produits québécois ont explosé. Une belle Peu importe ce que tu conséquence de la vends, COVID. ouais, on va dire ces conséquences-là qu'on garderait, puis il y en a d'autres qu'on enlèverait. Tu sais. Tout à fait. Puis, belle explosion de l'achat local, n'importe quelle, j'exagère un peu, mais n'importe quelle entreprise québécoise qui vend quelque chose puis qui dit que c'est québécois puis que le produit est suffisamment bon, pouvait générer des ventes. Puis là, ce gros engouement-là, puis on va dire ce shift-là de priorité budgétaire de la population est revenu. Les gens se sont remis à sortir, donc moins de budget pour acheter n'importe quoi que je vois en ligne, etc. Donc, comme tout, les gens qui achètent en ligne vont prioriser quelque chose par rapport à d'autres. Comme toute personne, j'ai un budget, même avec les plus grandes cartes de crédit au monde, j'ai un budget quand même. Je ne peux pas acheter tout ce que je vois à l'infini. Il faut que je priorise. Puis chaque personne va prioriser ces choses-là selon tous les critères qu'elle souhaite. Il y en a que c'est euh, il y en a que c'est des besoins plus primaires. Je vais acheter quelque chose parce que c'est un bon deal, puis j'ai besoin de manger, puis mon budget est limité. Je vais acheter les meilleurs prix possibles, etc. Il y en a d'autres que ça va être selon l'identité que ça va leur donner, l'apparence que ça va leur donner, etc. Bref. Mais il y a un truc fondamental, c'est que pour arriver à être dans les priorités de ta clientèle cible, peu importe c'est quoi ces critères, il faut que tu lui donnes des raisons. Puis le produit, c'est pas une raison suffisante généralement, ou le service, parce que quelqu'un pour rédiger un site web, je peux en trouver des dizaines juste dans la ville où j'habite. Bon, peut-être si c'est un petit village, peut-être pas, mais je peux en trouver des milliers à Montréal, des rédacteurs ou des rédactrices web. Si tu vends des bougies, je peux en trouver des milliers, des boutiques en ligne de bougies, de partout dans le monde, de sortes de couleurs, de peu importe. Tu sais, je vends des vêtements, il y en a au coin de la rue, des boutiques de vêtements. Tu sais, la majorité des entreprises sont pas dans des business où leur offre, leurs produits révolutionnent le marché, puis qu'on est en train de vendre je sais pas, là, des télévisions qui vont te suivre dans ton salon, puis qui vont te suivre peu importe où, pour que tu puisses toujours écouter ton... Dis, on n'est pas dans quelque chose qui est révolutionnaire, puis c'est parfait comme Ah ça. ouais. Nous, on vend de la publicité, des agences de pub, il y en a plein. Donc, il faut se demander, OK, comment mon identité finalement vient toucher ces critères-là des gens. Parce que oui, je peux améliorer la qualité de mon service, ça peut être tout ça, mais l'identité, c'est une grosse partie. On Mhm. affectionne une marque, on va... Il y a des... Bon, là, c'est toujours l'exemple cliché, mais il y a des gens qui vont acheter le prochain iPhone, peu importe c'est quoi les fonctionnalités de cet iPhone-là, parce qu'ils sont habitués, ils sont affectionnés à la marque d'Apple, et c'est tout. C'est parfait comme ça. Il y a des gens qui vont être anti-Apple parce que la marque est tellement forte qu'elle s'est positionnée comme il y a des gens anti. Bref. Donc, l'impact de l'identité forte d'une marque sur les pubs, c'est exactement ça. C'est même pas juste sur les pubs, mais c'est sur le fait qu'un produit va se vendre ou pas. C'est est-ce que je suis assez mémorable puis assez distinct par rapport aux autres pour qu'il y a des gens qui vont se dire, OK, c'est cette marque-là que j'ai envie de récompenser pour les émotions qu'elle m'a fait vivre, pour le lien de connexion que j'ai fait avec elle, ainsi de suite. Donc, ouais. Moi, une entreprise qui vient nous voir et qui n'a pas d'identité de marque, qui est un peu beige, mais qui a des super bons produits, je vais lui dire, travaille ça avant parce que ça vaut pas la peine de mettre de la pub aujourd'hui là-dessus. C'est tellement l'étape préalable de toute amplification de contenu, de messages, je le vois comme ça. Puis là, tu as nommé des signes Mhm. concrets qui confirment, tu sais, qu'un message est vraiment prêt à être amplifié. C'est-à-dire, Ouais. ces éléments de connexion-là que sont l'identité, ben là, ça se vit par des valeurs, par exemple, entre autres. Des fois, c'est difficilement euh, tangible, parce que des fois, c'est une émotion, justement, c'est très abstrait, mais comment ça nous fait ressentir quand on consomme ce contenu-là de cette entreprise-là, de cet entrepreneur-là. C'est super intéressant. Le Exact. pouvoir de l'émotion, ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, beaucoup aussi en storytelling, bien sûr. Puis, si on prend l'exemple d'un texte à propos,
Hein? Là, je fais un petit lien Ouais, avec... avec j'ai tou- plaisir. Ben oui, j'ai toujours l'image qu'un texte à propos, le bon fameux à propos qu'on trouve sur les sites web, là, c'est un peu comme, là je reviens avec ma métaphore de la fondation d'une maison, tu sais, si ton à propos il est solide, ben tout le reste va mieux tenir, tu sais, si t'as un texte clair, qui est aligné, qui est incarné, ça va donner non seulement un repère, oui, pour le site web puis ton contenu sur les médias sociaux, mais ça devient aussi une base pour tout ce que tu veux amplifier ensuite. Un texte à propos, c'est pas toujours ce qu'on pense à mettre en pub. Puis pourtant, ça peut vraiment servir à bâtir sa notoriété. Puis là, je dis ça parce que je le sais que tu as des bons exemples aussi d'à propos qui peuvent s'amplifier en publicité. Mais qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça change selon toi quand on ose mettre de l'avant vraiment qui on est plutôt qu'est-ce qu'on vend finalement? En quoi ça va venir servir cette notoriété-là d'entreprise? Ouais. Ben, je pense que ça revient un peu à ce que je disais, parce que ce que tu vends, c'est ce que les autres vendent aussi, probablement. Tu sais, c'est facile. Puis même, je pense que dans les entreprises de services, c'est un peu ça, là, deux rédactrices, rédacteurs web, deux personnes en marketing peuvent se différencier parce que leur service, c'est le jour et la nuit. Mais quand tu le vends, c'est quelqu'un qui dit oui, mon service est meilleur que les autres, puis oui, je réponds plus vite aux emails, puis etc. Ben, Mm. on peut le croire, on peut ne pas le croire, mais c'est des bons arguments de vente finalement ou des mauvais, mais c'est difficile à prouver en rapport avec des témoignages clients. Puis même là, on a tous eu des mauvaises expériences avec. Il y a eu des bons témoignages, on se faisait vendre un truc super bien, puis finalement on se rendait compte que ce qui m'était vendu, c'était pas exactement ce que j'ai payé, etc. Donc, finalement, c'est difficile de se différencier là-dessus. Se différencier sur notre identité, c'est très facile parce que mon identité est différente de la tienne, puis on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes valeurs. Puis c'est pareil pour une marque. Même si j'ai 200 employés, bien, l'identité de ma marque, puisque ma marque va prioriser par rapport à une compétitrice ou un compétiteur, la définit en tant que telle. Puis je pense que la page à propos, c'est c'est une expression de cette compréhension-là de son identité. Fait une page à propos bien définie qui est claire sur nos valeurs, sur nos priorités, sur qu'est-ce qui est important pour nous, puis sur comment on se définit comme marque. Fait que c'est dans les mots qu'on utilise, dans le choix du ton, etc. Même dans les photos qu'on met. Mais c'est une expression du truc. Une entreprise qui a une bonne page à propos, c'est une entreprise qui a pris le temps de faire le truc en arrière, de bien se comprendre, de bien définir ça, puis de décider comment, maintenant qu'on sait tout ça, comment qu'on l'exprime. C'est une bonne source, mais c'est pas la fin en soi. C'est comme la première vision de cette identité-là qui se met sur un site. Mais moi, c'est un des trucs que je check en premier quand on regarde si l'identité est forte, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui va aller voir ta page à propos, puis c'est correct, c'est parfait. Les gens qui sont intéressés, puis les gens qui sont vraiment engagés vont aller le faire, surtout pour les plus gros mandats, puis surtout quand, pour une marque personnelle, par exemple, quand c'est le temps de vendre des plus gros services et tout. Même si personne la voyait, juste le fait d'avoir fait le travail de passer au travers, ça montre que tu es prêt pour tout le reste finalement. T'sais, même si tu avais Mhm. cette page-là et était en brouillon sur ton site, puis bon, ce serait très triste, on s'entend, mais ça montrerait quand même que tu es prêt pour la suite. J'adore que tu dis en brouillon sur ton site parce que je sais qu'il y a de nombreux entrepreneurs qui ont plusieurs versions de leur à propos en brouillon ou jamais publiées même dans leur Mhm. classeur, dans leur ordinateur. Oui, c'est ça, malheureusement. Puis j'aime ça, ce que tu dis, parce que je le pense aussi, c'est-à-dire que je trouve que la rédaction, de faire l'exercice de rédiger son à propos, c'est la première expression souvent de son identité, tu sais. C'est ce qui permet, oui, de se poser les bonnes questions, de s'introspecter aussi d'une certaine façon. Euh, je trouve ça fascinant, puis son à propos, tu sais, il peut tellement être évolutif aussi, hein, c'est ça, c'est que il y a Bien sûr, plusieurs bien sûr. versions d'à propos selon où est-ce qu'on est rendu aussi en affaires. J'ai l'impression qu'en publicité, ça ça sert pas toujours que les pubs ça sert pas toujours à vendre sur le champ, que parfois on va planter une graine comme une amorce d'une relation, un peu comme dans la vraie vie, hein. Tu ne demandes pas en mariage au premier rendez-vous, tu commences par C'est créer un clair. lien de confiance. À ton avis, est-ce qu'on peut parler de réussite d'une pub, même si la conversion n'est pas immédiate, mais que ça ouvre sur un lien plus durable avec l'audience? C'est une bonne question. Euh, c'est drôle parce que normalement, dès qu'on parle de pub, on parle d'un résultat immédiat. Tu sais, on fait de la pub Hmm. généralement pas pour que ça vende dans 6 mois, on fait de la pub pour que je remplisse ma cohorte ce mois-ci ou que je génère des leads sur mon infolettre. Bref, je veux comme un résultat qui est assez tangible, même si c'est pas de l'argent, ça peut être un lead, ça peut être une visite en magasin, ça peut être plein de choses. Fait que je dirais pas, tu sais, est-ce que c'est une réussite ou un échec? Finalement, ça dépend des attentes qu'on a. Parce que je pense que pour la majorité des entreprises qu'on accompagne, se dire que je vais investir aujourd'hui puis que ça va constamment prendre 6 mois avant de se rentabiliser, tu sais, je vais que amener chercher les gens puis ça va être très long, etc.
ce serait compliqué de financer ça. Parce qu'il faudrait 6 mois de runway de pub, d'investissement sans retour, etc. Puis que dans 6 mois, on espère que ça marche. Fait que ma réponse serait comme entre les deux. Dans le sens où, est-ce que la publicité, peu importe celle qu'on va faire, va avoir un impact long terme sur la notoriété? Définitivement. Parce qu'un taux de clic normal sur une publicité, c'est comme 1%. Fait que pour une personne qui clique, t'en as 99 qui ont probablement vu ta pub, peut-être rapidement, puis qui n'ont pas cliqué parce qu'ils sont pas prêts, sont peut-être pas intéressés du tout. Ils t'ont vu, ils sont en train de magasiner ou de réfléchir à leurs options, mais ils sont pas encore à l'étape d'achat. Puis ça fait que ces 99 personnes-là, ce 99 ou 98% du marché qu'on va rejoindre, ben, peu importe ma publicité, que ce soit une vente, une inscription à l'infolette, une promo du Black Friday, peu importe, ben, c'est tous des gens que je vais atteindre en notoriété puis en impact indirect, que tranquillement ils vont apprendre à me connaître, puis tranquillement, pas vite, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, ils vont être prêts à acheter. Est-ce que je ferais que ça? Non, parce que c'est juste difficilement réalisable pour une entreprise qui doit faire des profits, puis qui doit, ou même juste un entrepreneur qui doit vivre de sa pratique à tous les mois, on s'entend. Mais est-ce que ça existe et est-ce que c'est mesurable? Oui, puis on le voit chez pratiquement tous nos clients. Cet effet-là, secondaire, il faut le mesurer, il faut le prendre en compte parce que ça ne fait pas les mêmes pubs non plus. On ne va pas créer la même chose pour juste générer des ventes aujourd'hui ou pour générer des ventes aujourd'hui et de la croissance à long terme. Ce ne sera pas les mêmes pubs, pas les mêmes contenus, puis on rentre vraiment plus dans une communication d'identité de marque. Hmm. Donc, du contenu où est-ce qu'on raconte son histoire ou qu'on met de l'avant son à-propos ou on va raconter une anecdote, on va être davantage vers du contenu, c'est ça qui va contribuer à cette notoriété-là, à cette identité de marque-là. Puis en storytelling, Charles, on mise beaucoup sur les émotions, hein, tu le sais, Ben oui. t'en as parlé, parce que c'est d'abord elle qui crée la connexion plus forte. Au fond, une histoire qui se retient, c'est une histoire qui fait ressentir quelque chose. Il y a une citation que j'aime tellement, puis je pense que j'en parle quasiment dans tous mes épisodes, mais c'est dire à quel point j'y crois. C'est une citation de Maya Angelou qui dit « Les gens ne se rappelleront pas de ce que tu as dit, ne se rappelleront pas de ce que tu as fait, mais ils vont toujours se rappeler comment ils se sentaient en ta présence, ou on pourrait, si on extrapole avec les médias sociaux ou le contenu en ligne, comment ils se sentent en consommant ton contenu, par exemple. C'est ça qu'on retient, parce que ça fait ressentir quelque chose. On dit même qu'il y a certaines émotions qui sont comme des langages universels, tu sais, qui sont capables de rejoindre tout le monde, peu importe la culture, peu importe le contexte. Toi qui vois passer des tonnes de contenu, de pubs qui amplifient des messages, est-ce qu'il y a une émotion que tu considères comme un incontournable, une valeur sûre en pub? C'est une très bonne question. Je pense un des éléments qui fonctionne le mieux, puis qui est parfois beaucoup relié à l'humour. Tu sais, l'humour, c'est comme plein d'entreprises voudraient être drôles, puis essayer de communiquer, tu sais, comme on pense au Maxi, puis aux pages Facebook, on va dire, d'entreprises québécoises qui font du bon contenu humoristique, etc. Mais c'est pas l'humour, je pense qui prédominerait, parce que l'humour, ça dépend tellement de ton identité de marque que c'est pas toutes les marques qui devraient être drôles, puis c'est correct. Mais la surprise, c'est un des éléments, je pense, qu'en publicité qui marche le mieux. Une publicité qui marche extrêmement bien, puis pas pour la notoriété, pour de la vente directe, là, des gens qui voient la pub, qui cliquent et qui achètent dans les 7 jours suivants, par exemple. C'est une publicité pour nos clientes Citron Confit. Citron Confit, c'est une boulangerie en ligne qui va vendre du pain, des produits sans gluten et sans allergène. Le cliché du pain sans gluten, c'est que c'est sec, que tu manges ça puis que c'est un peu C'est poudreux, pas que c'est mangeable. pas très bon. Exactement. La publicité, sur le visuel de la publicité, c'est écrit toutes nos excuses à la dame qui a recraché notre pain. Puis, dans le texte de la pub s'enchaîne une belle anecdote où ils étaient à un salon d'alimentation. Il y a quelqu'un qui est cœliaque qui vient, qui goûte au pain et qui recrache en disant c'est sûr qu'il y a du gluten là-dedans, vous m'avez menti, c'est certain, parce que le pain goûte tellement bon, puis est tellement comme pas poudreux, puis qui s'effrite pas, que elle a été surprise, etc. Puis c'est une publicité qui est longue, là. Je veux dire, le texte sur mobile, tu peux le lire et le lire et c'est très très long. Bon, ça se lit rapidement parce qu'on l'a bien résumé, etc. Comparé à des publicités de deux trois paragraphes de comme achète nos tasses, elles sont jolies, clique ici. C'est une publicité longue, tu dis les gens vont peut-être s'arrêter mais vont pas lire jusqu'au bout, etc. C'est dans les publicités qui donnent les meilleurs résultats, tu sais. Parce que justement, ben, on vient chercher cette surprise-là, premièrement, mais c'est pas juste une surprise pour faire une surprise. C'est pas juste comme surprise et maintenant je te vends les produits. C'est une surprise liée au produit, c'est une anecdote qui est liée. Donc, on vient pas juste faire genre du storytelling pour faire du storytelling, là. Tu sais, quand
on essaie de maquiller quelque chose en essayant de rajouter des trucs, mais finalement, c'est pas trop utile. J'appelle ça C'est du quelque chose. storytelling à l'américaine, Charles. Cette espèce de... Hmm, C'est l'image que j'ai très marketée, là, justement, là. Maquillée, tu sais. Ouais, c'est ça, on n'est pas là, là. exact. Non, non, c'est ça, vraiment pas. Puis on est sur quelque chose pourtant qui vend beaucoup les produits. Tu sais, finalement, tu sais, le message, c'est j'ai des produits qui sont tellement bons que tu as l'impression qu'ils sont pas sans gluten. C'est un message très, très marketing, très, très vendeur finalement. Mais il est amené d'une façon qui est très douce, très authentique, avec une vraie anecdote vraiment très drôle puis très surprenante de quelqu'un. Ça vend très bien, ça fait de la super bonne notoriété aussi, ça se combine, puis c'est bon, tu sais, on a un résultat comme ça. Fait que je pense que ouais, la surprise, c'est souvent sous-estimé ou pas assez travaillé, utilisé dans ces choses-là. C'est drôle que tu donnes des exemples de boulangerie parce que ben, j'ai un client qui est une boulangerie depuis de nombreuses années, OK. justement, qui a lancé sa boulangerie durant la pandémie. Puis l'effet, l'émotion de surprise, justement, a été utilisée à certaines occasions, non pas pour des publicités, mais pour du contenu organique, là, dans ce cas-ci, sur la page Facebook. Et ça a toujours eu, c'est les publications qui ont d'ailleurs le plus de résultats, le plus de performances. Puis c'est des anecdotes. Je pense notamment, tu sais, tu donnes l'exemple du pain sans gluten, là. Puis je pense notamment au boulanger qu'on met beaucoup de l'avant, ce boulanger punk-là, qui est assez atypique OK. et ouais, Très cool. qui à un moment donné a dû fermer la boulangerie parce qu'il avait fêté trop un show punk au Festivois de Trois-Rivières la veille. Puis ben, l'effet de surprise, puis c'est vrai, tout ça est vrai, il n'y a rien d'inventé là, il n'y a rien de marketé là, mais qui n'a jamais vécu une soirée qui s'est finalement était trop arrosée, hein? Puis bref, il y a cet effet-là aussi dans ce que tu dis qui est le fameux moi aussi, tu sais, oh mon Dieu, je me reconnais, puis Hmm. ben oui, tu sais, cet effet de surprise-là, parce qu'on s'attendait pas à ce que ça soit ça le message, la boulangerie est vraiment fermée pour vrai, tu sais. C'est que c'est drôle, tu sais, c'est un effet de surprise, on s'attendait pas à ça, mais qui n'a jamais vécu un lendemain de veille un petit peu trop magané, tu sais, finalement. Puis ce qui est bien là-dedans, c'est que, j'imagine, je sais pas, tu pourrais le confirmer, là, mais dans ce type de contenu-là, les gens se reconnaissent tellement que là, il y a même des gens qui viennent supporter ce message-là, puis qui viennent, en plus, tu sais, je serais pas surprise que dans les commentaires de cette pub-là, il y a des gens qui disent, ben oui, c'est vrai, moi je l'ai goûté le pain sans gluten, il est trop bon, tu sais. Fait que, Ouais, non, non, bon point. Bon point, puis même, tu sais, j'ai l'impression que dans le cas de ton boulanger punk, c'est même pas plus grave que ça si les gens se reconnaissent pas. C'est tellement comme drôle puis inusité que c'est pas grave si moi je suis pas punk puis que je suis plus tranquille puis que je fais pas des gros lendemains de veille ou quoi que ce soit. C'est tellement juste drôle que tu peux t'attacher à cette personne-là. T'as pas besoin, tu sais, de te reconnaître en elle puis tu t'attaches puis tu fais comme ah oui, ça c'est mon boulanger punk de ma rue puis c'est comme c'est bon, c'est réglé. Fait que moi je trouve ça vraiment cool, c'est un super bon exemple. c'est bien lui, ça. C'est bien Ouais, Sébastien. c'est ça. Exact, J'adore. exactement. Les histoires, c'est universel, hein, qu'on s'identifie ou pas, ça nous fait sourire parfois. Tu parles de l'émotion, de l'humour. Je m'attendais à ce que tu nommes cette émotion-là, justement. Au Québec, on est reconnu aussi beaucoup l'humour qui a de la surprise dans l'humour aussi, parfois. Euh, Puis tu sais, ça fait que on est loin de la liste d'arguments, là, tu sais, comme tu disais, de notre offre, de notre produit ou notre service. J'ai l'impression, puis c'est peut-être juste mon regard là, qui est faussé, si on veut, parce que j'ai l'impression que quand on regarde la pub en francophonie, on voit encore des approches centrées sur les faits, les chiffres, les promotions. On dirait, c'est une impression que le récit, le storytelling n'a pas encore totalement trouvé sa place. Est-ce que tu penses que le storytelling est sous-utilisé dans la pub francophone? Puis si oui, qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça? Si c'est le cas, je peux me tromper. C'est une bonne question. Euh, Si je regarde chez nos clients et les entreprises qui vont investir comme beaucoup en pub et tout, puis qui vont le faire tu sais, avec une stratégie créative et tout, on a pratiquement toujours des publicités qui incluent du storytelling. Mais on a aussi pratiquement en part égale des publicités un peu plus classiques, un peu plus directes, parce que c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon à tout. Puis, mettons, je me limiterai jamais à un seul truc. Puis même ce qu'on voit, c'est que plus l'inventaire des publicités, plus les publicités qu'on a qui roulent sont diversifiées, plus les résultats sont bons. Tout le monde ne voudra pas lire toutes tes histoires. Tu sais, si j'avais 50 histoires à partager, ce serait bien trop long, personne ne le ferait. Mais de l'autre côté, juste vendre avec des petits arguments vite vite, puis avec des petites catchphrases, ça fait son bout. Tu sais, fait que d'avoir une variété, c'est vraiment très important. Puis c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui surprend nos clients quand on commence à travailler avec eux. C'est comme,
Ah ouais, ok, cette publicité-là que vous avez faite, elle est longue, là. Il y a des gens qui vont lire ça. Oh my God, je savais pas. Puis c'est souvent des entreprises qui vont être habituées de mettre quelques lignes parce que souvent, quand on pense à la pub, on accorde beaucoup, beaucoup d'importance au visuel. C'est comme qu'est-ce qu'on va voir, puis qu'est-ce qui va être écrit dessus, oui. Puis le texte de la publicité, le texte qui est au-dessus, qui peut être très très long, ben, généralement, on va se dire les gens sont pas là pour lire, je vais mettre quelques lignes, le lien, puis c'est tout. Puis c'est vrai que c'est des publicités qui peuvent marcher, mais c'est juste une partie de l'équation. Fait que ce que tu dis, je pense que c'est vrai. Il y en manque sur le marché francophone, même sur le marché anglophone, je pense que c'est un peu la réalité parce que c'est des publicités qui demandent plus de travail, plus de connaissances de sa marque aussi. Tu sais, il y a des entreprises qui vont être très très grosses, vendre pour plusieurs dizaines de millions, puis jamais avoir fait ce travail-là de réflexion sur leur marque, puis que la seule raison pour laquelle les résultats sont bons, c'est que le produit est arrivé dans un bon temps sur le marché, qu'il y a un bon product market fit, puis c'est parfait, mais pourrait sûrement exploser encore plus s'ils faisaient ce travail-là aussi de OK, qu'est-ce qui nous définit, puis pourquoi les gens se souviendraient de nous, puis achèteraient chez nous, au-delà de juste ce que j'ai à leur vendre. Tu sais. Apporte un point super intéressant que j'entends aussi, moi, c'est-à-dire ce mythe à déconstruire là que tout ce qui est long à lire n'est pas lu jusqu'à la fin, tu sais. Puis en storytelling, quand on raconte, ben ça se limite rarement en deux phrases, tu sais. Quoique, il y en a des anecdotes plus courtes que d'autres, là, mais en règle générale, on est dans du contenu un petit peu plus étoffé en termes de texte, justement. Puis tu vois, moi, c'est quelque chose que je remarque qui est à démentir parce que, mon Dieu, de nombreuses histoires vont être lues jusqu'à la fin. Je sais que Alex Martel, qui est ta bonne amie aussi, se bat contre ce mythe-là de gens qui ne lisent pas pour écrire des longues infolettres, pour Ouais. écrire des longs textes qui sont lus. Je pense qu'un des ingrédients je vais le dire, de la recette, pour utiliser ces mots-là, c'est justement l'émotion. Quand on est capable de faire ressentir quelque chose, que ça soit l'effet de surprise, que ça soit peu importe quelle émotion, la palette est très vaste. Je pense qu'à ce moment-là, on est capable de garder l'attention puis de faire lire, tu sais, dans le cas, là je parle de lecture, mais ça peut être aussi à l'audio, ça peut être aussi sous forme vidéo, bref, mais on est capable de garder cette attention-là plus longtemps. Moi, je vois ça comme le pouvoir de l'émotion, tu sais. Ouais, et de la Ouais. surprise qui en fait partie, tellement. Non, non, c'est clair. Tu sais, les gens ne lisent pas les trucs plates. C'est aussi simple que ça. Puis les trucs qui les concernent pas, puis les choses qui les intéressent pas. Le texte, le mieux construit, le mieux storytellé, plaira pas à tout le monde. Puis il y a plein de gens qui vont le trouver plate, puis c'est parfait. Mais l'important, c'est que ta clientèle cible à toi s'arrête dessus en se disant, hey, j'ai l'impression que ça pourrait m'intéresser, puis que c'est fait d'une façon à ce que justement, ce soit facile à lire, le fun à lire, que ça me fasse vivre des émotions. Tu sais, même, ça prend, tu sais, des fois, le texte le plus authentique de quelqu'un qui partage, on a tous vu passer des posts sur Facebook de quelqu'un qui partage une situation difficile ou qui partage une frustration face, genre, je dis n'importe quoi, mais un problème dans le système de santé ou d'éducation qui fait que son enfant, etc. Puis c'est le genre de truc où ça nous prend tellement d'émotions parce on est généralement, on se sent concerné ou on sent qu'on veut aider ou quoi que ce soit, qu'on lit jusqu'au bout. Puis c'est pas des gens qui ont copyrighté leur texte puis qui l'ont réécrit 8 fois avant de le publier. C'est des gens qui ont publié du cœur puis que c'est comme, voici une frustration que je partage. Puis des fois c'est anodin, des fois c'est une frustration du trafic puis des trucs comme ça. Puis des fois c'est, mais ça peut être suffisant pour n'importe qui conduit une voiture de faire comme, ah ouais, il y avait du trafic à tel endroit, ça m'intéresse. Ah oui, c'est écrit d'une façon qui est drôle parce que la personne est trop en colère, puis c'est un peu ridicule. Ah ben, je trouve ça drôle, fait que je vais le lire, c'est un peu ironique, tu sais. Tout ça, on a à apprendre aussi de ça en termes de storytelling, puis en termes de comment communiquer ces trucs-là. J'ai envie de faire du pouce sur ce que tu dis en disant que l'émotion qu'on vit aussi en tant que créateur quand on rédige ou quand on crée du contenu va avoir un impact aussi plus grand, je pense, sur la réception du message. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec Mylène Moisan, chroniqueuse connue au Soleil, le journal Le Soleil à Québec, qui, elle, raconte des histoires. C'est des chroniques vraiment où Mylène met à la une des gens qui n'auraient jamais fait la une, tu sais, des histoires qu'on Ok. va dire extraordinaires de gens peu connus, tu sais. Puis elle, le texte qui a eu la plus grande réception, qui a été le plus lu, c'est des longs textes qu'elle écrit quand même, c'est des articles, tu sais, on s'entend. C'est quand elle devait raconter une histoire d'une personne, d'un enfant qui luttait là, contre sa vie à l'hôpital. Et elle l'a écrit dans la salle d'attente, alors que son fils se faisait opérer à ce moment-là. Et elle a dit, puis j'ai dit, c'est quoi l'ingrédient qui fait en sorte que, ben, elle dit, à ce moment-là que moi j'écrivais le texte, j'étais moi-même bouleversée par mon propre fils, qui était pas entre la vie puis la mort, là, on s'entend, mais qui avait une grande intervention chirurgicale.
Puis c'était stressant, puis je vivais ces émotions-là de maman, je sais comment on peut se sentir. Alors, j'ai touché des milliers de parents. J'ai dit, ah ouais, c'est quand même intéressant ça, ce point-là, de comment nous, on se sent quand on l'écrit. C'est le meilleur véhicule pour le faire ressentir davantage, tu sais. On fake pas l'émotion, on est dedans, tu sais. Elle, bon, j'imagine qu'elle aurait préféré pas l'avoir vécu, cette émotion-là, en l'écrivant, On se mais le cachera pas. Mais maintenant, je vois ce que tu veux dire. Ouais, souvent écrire dans un moment. Après, on peut se relire, on peut modifier des trucs, mais ça peut être un bon véhicule pour. Tu sais, quand on écrit, on censure beaucoup nos émotions, même de la façon qu'on les communique. Si on est toujours en train de se demander comment l'autre va le percevoir et tout, mais de mettre sur papier des trucs comme ça peut être très fort. Ouais. Et là, Charles, difficile de pas parler du projet un peu fou qui nous Oui, unit aujourd'hui. Je dis un peu fou, je parle du cabinet de curiosité parce que c'est un peu fou de réunir 124 créateurs, créatrices de la francophonie, des experts en stratégie, en création, en mindset, en contenu, en vente, en pub, en storytelling, bref, toutes réunies sous un même bundle. Moi, j'appelle ça un coffre au trésor dans mon langage, là, avec les pépites. Le coffre au trésor 100% numérique pour t'aider à avancer ton projet, peu importe où est-ce que tu en es dans ton entreprise. Toi, tu y proposes un petit produit. Ça s'appelle Objectif Pub. Je trouve que c'est un petit produit hyper accessible pour être allé zioter à l'intérieur, pour aider à amplifier sa notoriété grâce à la publicité Facebook. Moi, de mon côté, j'ai glissé mon petit produit La Fonderie, qui est un atelier pour aider à couler son histoire dans un texte à propos mémorable, pour aider à connecter, à préparer le terrain pour amplifier ton message avec intention. Pour les entrepreneurs qui ont envie de se faire connaître, mais qui ne savent pas trop par où commencer, qu'est-ce que ton petit produit leur permet de faire dès le départ? Bonne question. Ce petit produit-là, il vient de notre série Objectif Pub. En fait, tu sais, ça fait plusieurs années qu'on fait des formations pour aider les gens à faire leur première campagne de pub. Puis une des campagnes les plus simples, puis qui peut avoir le meilleur retour sur investissement à long terme, je dis bien à long terme, c'est de venir communiquer sur son identité de marque en tout temps avec une campagne de pub de notoriété. Fait que c'est de dire, OK, je fais des capsules vidéo, par exemple, je fais quelque chose déjà en organique, je fais des reels, je fais des publications, je fais des trucs comme ça, je vais les mettre en pub. Tu sais, c'est la version un petit peu plus complexe, mais beaucoup plus payante que de booster ces publications, Mhm. finalement. Puis ça, ce qu'on s'est rendu compte chez nos clients, c'est que c'était l'investissement qui avait le plus gros retour à long terme. Faire des publicités de vente, faire des publicités de génération leads, ça peut être payant maintenant. Tu sais, tu génères des ventes maintenant, c'est le fun. Mais te faire connaître et faire en sorte que quand les gens ont besoin de toi, ils pensent à toi en premier au lieu d'aller chercher tout le monde sur Google ou quoi que ce soit, ça fait toute la différence. Tu sais, nous, des fois, ça nous arrive, il y a des clients qui viennent nous voir et qui disent, ah oui, je vous connais depuis 3 4 ans, j'ai vu 2 webinaires, 3 vidéos, j'ai vu ci, j'ai vu ça, je connais tous vos trucs, je suis prêt à travailler avec vous. C'est le fun des clients comme ça. C'est facile, ils connaissent tout, ils n'ont pas trop de questions parce qu'ils savent déjà tout, ils ont déjà eu des réponses à leurs questions. Ben, c'est un peu ça qu'on peut répliquer à plus grande échelle avec une campagne de notoriété. Puis c'est un peu l'idée. Tu sais, prends ton contenu que tu fais déjà tant d'efforts à créer, des articles de blog, des études de cas, des vidéos, des posts, des carousels, puis mets-les en pub. Tu as fait le même effort, pourquoi pas aller chercher 10 fois ou 100 fois plus de personnes. Puis c'est possible d'avoir une campagne qui roule avec 5 $ par jour. Puis déjà, juste ça, te faire connaître tranquillement. C'est pas une campagne qui va t'amener des résultats du jour au lendemain, mais c'est une campagne qui va être très, très, très payante. La notoriété, c'est pas une étape qu'on voit toujours comme prioritaire, j'ai Mhm. l'impression, parce que c'est moins tangible que les clics ou les ventes. Pourtant, sans notoriété, ça avance bien moins vite. Ton produit Objectif Pub, je pense qu'il propose justement de combler ce vide-là puis d'aider les entrepreneurs à se faire connaître avant de chercher nécessairement à convertir, ou du moins en complémentarité, bien C'est sûr. souvent comme ça qu'on le voit, là. Est-ce que tu penses que justement la notoriété, c'est une étape qui est souvent négligée au profit de la conversion rapide, ou on le voit peut-être moins, l'importance de ce que ça peut nous apporter en tant qu'entrepreneur? Généralement, quand on a la tête dans le guidon puis qu'on est toujours en train de penser au prochain mois, on pense pas à notre notoriété puis on pense pas à notre croissance long terme. Puis c'est normal. Moi, je comprends ça. Là, tu sais, ce que je disais, c'est la première année d'Antilope, mon but c'était de manger, de payer tout le monde. Puis tu sais, c'est normal de penser assez à court terme, mais c'est sûr que plus ton entreprise grossit, puis plus tu sais, ça se met à être stable pour toi et tout, plus tu veux commencer à penser à ça. Parce que quand tu es toujours dans le court terme, ben, tu vis tes up and down dans le court terme avec des feux à éteindre, puis un prochain client à aller chercher pour le mois prochain pour manger, tu sais, pour avoir tes objectifs de l'année ou peu importe. Mais dès que tu commences à te reculer un petit peu puis à faire, OK, tu sais, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que j'ai mon entreprise ou que j'ai ma pratique ou peu importe,
qu'est-ce que je veux dans 5 ans, qu'est-ce que je veux dans 10 ans? Je veux toujours courir après mes affaires comme ça? Ben clairement non, on veut quelque chose de plus stable, ainsi de suite. La notoriété, c'est un des leviers les plus gros pour aller chercher cette stabilité-là. Parce que aller chercher des références de clients, beau temps, mauvais temps, tu peux en avoir beaucoup, tu peux en avoir très peu, ça dépend des autres, tu ne contrôles pas trop ça. Mais que chaque jour, tu viennes te faire découvrir par des gens qui ne te connaissaient pas avant, des gens dans ton marché qui un jour pourraient avoir besoin de toi, ben ça, à un moment donné, t'en as beaucoup, puis là, oh, un moment donné, une fois par mois, il y a quelqu'un qui pense à toi quand il a besoin de tes services. Oh, un moment donné, une fois par semaine, tu t'es assez fait connaître, puis là, tranquillement, pas vite, ça va se repayer sur le très long terme, ça va se repayer en croissance, plus de clients, plus de leads, plus de ventes, mais aussi en stabilité, parce que même si Facebook plante demain, moi j'ai plein de personnes qui ont déjà appris à me connaître, puis qui vont penser à moi quand ils vont avoir besoin de moi, même si je faisais plus de pub pour la prochaine semaine. J'ai pas besoin d'aller chercher ça parce que ça va générer de cette notoriété-là. Donc c'est vraiment comme un. Il faut le voir comme l'investissement à long terme qui va être très payant, mais il faut le faire, avoir la paix d'esprit là-dessus, puis ça va être très payant. Je vois tellement un lien fort entre cette notoriété-là avec ton petit produit, puis le cœur du cabinet des curiosités, parce que c'est un peu ça le cœur du cabinet, selon moi, tu sais. Une communauté de créateurs qui va se rassembler ensemble pour bâtir quelque chose de plus grand que leur petit produit individuel, si on veut, hein, qui contribue à cette notoriété-là, d'ailleurs, de se faire connaître, de se faire voir, si on veut, par un grand nombre de yeux. Toi qui es au centre de tout ça, parce que je l'ai dit tantôt, tu es cofondateur du cabinet des curiosités avec ta copilote Alex Martel. Qu'est-ce que ça t'a apporté de côtoyer autant de talents différents? Ah, bonne question. Moi, ça m'a tellement fait découvrir de perles de produits et d'entrepreneurs. De la façon qu'on monte le cabinet, puis là, c'est la deuxième année, c'est qu'on va chercher nous-mêmes des gens qu'on connaît ou des gens qu'on connaît pas, mais qu'on voit leurs produits, qu'on voit la qualité, mais on fait aussi beaucoup de candidatures. Alors, on a reçu cette année, je pense, 550 candidatures, puis finalement, il y a 124 produits, là, on peut Complètement pas fou. prendre tout le monde, puis on a dû faire des sacrifices très, 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 très difficiles de qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qu'on choisit, quel produit on pense le plus de potentiel de contribuer à l'objectif du cabinet, qui est le fait que chacun des produits veut amener un impact qui est rapide et durable dans l'entreprise. Donc, il se met en place en idéalement une demi-journée, puis qui va avoir un impact qui va vraiment faire une grande différence. Tu parlais de fondation tantôt, mais le cabinet, c'est plus des briques. Je vais construire brique par brique mes choses, puis cette brique-là est là pour durer, elle va tenir, mais je suis pas en train de rénover toute la salle de bain. Ce n'est pas des formations qui vont me demander 2 mois à mettre en place. C'est vraiment des petits changements qui s'implémentent rapidement. Des templates, des mini-formations, des petits produits. Des fois, c'est des agents AI ou des choses comme ça qui vont nous aider à débloquer quelque chose. C'est tous ces produits-là. Donc, pour moi, ça m'a surtout, d'un point de vue marketeur, d'un point de vue comme intéressé par l'entrepreneuriat en général, ça m'a fait découvrir des perles, des positionnements vraiment spécifiques, comme un produit sur les pages à propos, un produit sur des façons d'implémenter une automatisation dans certains contextes qui permet d'accélérer beaucoup de choses. Il y a plein de choses comme ça très très spécifiques, mais qui fait que c'est super super payant pour les gens. Puis on a tellement de beaux témoignages de l'an dernier que pour nous c'était comme fallait absolument qu'on ramène ça, puis fallait qu'on continue notre recherche des meilleurs produits, là. Moi, l'année passée, j'étais pas là. J'étais pas dans la première édition. J'étais consommatrice, je vais dire ça, parce que j'ai acheté la bundle. J'étais pas des créateurs, mais j'étais des acheteuses. Et j'ai adoré justement ce côté-là qui est rapide, efficace. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi à travers ça, c'est apprendre à entrer dans différents univers d'identité, justement, de créateurs. C'est sûr que moi, j'adore ça, rentrer dans des univers. La voisine est créée aussi avec tout un univers, puis ça me fascine à chaque fois de voir la diversité d'univers. Quand l'univers est là, est en place, c'est toujours, je trouve, un grand pouvoir de connexion. Donc, c'était un plaisir pour moi de passer de l'autre côté de la ligne cette année Ah, et de pouvoir m'ajouter aux créateurs sélectionnés. Puis justement, je trouve que c'est peut-être encore là une perception que j'ai, mais dans le marché des petits produits numériques, j'ai l'impression qu'on est encore beaucoup marqué par des offres anglophones. Pourtant, c'est pas le talent qui manque là, chez les créateurs francophones. On le voit bien, il y a eu près de 600 candidatures qui ont été soumises. Il y a beaucoup, beaucoup de créateurs francophones qui ont des offres de petits produits avec une initiative très massive du cabinet, hein, 124 créateurs. On dirait qu'on prend enfin notre place. Est-ce que tu crois que le cabinet des curiosités contribue à légitimer, si on veut, encore plus les créateurs francophones dans un marché que je sens qui est dominé par l'anglais? c'est une très bonne question, je l'avais pas vu comme ça, mais
je vois ce que tu veux dire, puis ça me parle. Tu sais. J'ai l'impression que les... c'est vrai que comme le marché est bien dominé par le côté anglophone. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui vont s'inspirer du côté anglophone, qui vont consommer des produits en anglais et tout. Puis je pense aussi qu'il y a une bonne partie qui le font pas, parce que la barrière de la langue, parce que pas d'intérêt ou quoi que ce soit. Fait que je pense que ce que tu dis, ça rejoint justement bien cette moitié-là qui vont consommer plus de produits en anglais, tandis qu'il y a tellement d'expertise côté franco. Des fois, il y a ce piédestal-là qu'on donne, mettons, aux Mhm. Américains en disant, ah, ils sont 5 ans en avance sur nous, etc. Bon, il y a peut-être certaines choses en marketing qui vont tester avant nous, mais la qualité qu'on a au Québec, en Europe, tu sais, dans les pays francophones d'Europe et tout ça, euh, les produits sont vraiment excellents. Tu sais, on n'est pas, on arrive, c'est pas des produits qui sont moins bons que ceux qui sont américains, mais on va souvent donner, c'est vrai, cette valeur-là de comme, ah, c'est en anglais, ils ont dû comprendre quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Mais finalement, c'est un peu la même chose que nous. C'est des gens qui partagent leur expertise, qui ont du fun, puis qui, des fois, le font très très bien. Mais ça, on a ça aussi en français. Comme si je le vois comme si le cabinet des curiosités venait un peu rééquilibrer les perceptions. Hmm. Comme si, justement, cette perception-là de se voir peut-être un peu en arrière ou en retard par rapport à. Hein, on a cette fâcheuse manie, hein, les entrepreneurs, parfois, de se comparer, mais dans un marché aussi, tu sais. Ouais, fait que c'est intéressant. Je vois ça comme une façon comme de dire, hey, nous autres aussi, c'est hot ce qu'on crée. Tu sais, c'est cool ce qu'on peut faire dans la francophonie. Pas juste au Québec, c'est ça qui est la puissance aussi du cabinet, c'est la francophonie. Là, quand on parle aussi on a des Français. Je sais pas s'il y a des Belges ou des gens de d'autres pays francophones. J'imagine que oui. Bon, j'ai pas fait l'inventaire de tout le monde, mais c'est une belle communauté là, qui se construit avec le cabinet. Vraiment, on a beaucoup de diversité partout. Puis ça fait partie aussi de la clientèle du cabinet. Puis c'est un peu notre objectif aussi d'aller chercher des gens de plein d'horizons. Parce que finalement, tu sais, il y a beaucoup de produits dans le cabinet. Tu sais, chaque produit, si on les achetait individuellement, ça coûterait plus que 10 000 là. Tu sais, c'est vraiment comme beaucoup de stock. Mais ça fait partie aussi de notre mission de venir faire découvrir des choses que les gens n'auraient peut-être pas découvert naturellement. Tu sais, on a des gens qui ont plein de positions différentes sur la façon dont on devrait vendre et qu'on devrait prioriser nos trucs. On a des gens de toutes les communautés différentes, de tous les pays, mais aussi de toutes les communautés, de toutes les façons de penser et tout. Puis je pense que c'est le fun aussi d'ouvrir ces cercles-là et de faire comme, OK, je suis habitué à ce que j'ai autour de moi. Je vais aller découvrir qu'est-ce qui se fait d'autre. Puis je vais garder, puis je vais laisser, je vais prendre des trucs, puis je vais en laisser, puis c'est parfait. C'est comme, mais je vais découvrir, puis ça va peut-être me donner des super idées, des super opportunités pour mon entreprise. Un peu comme sortir un peu de sa chambre d'écho, s'ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles approches. Puis moi, c'est une des motivations aussi d'ailleurs. Ça, c'est-à-dire que j'ai une approche du storytelling qui est différente de peut-être ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, Puis c'est pas pour dire que tous ceux qui font du storytelling sont pareils, pas du tout, mais pour dire que j'ai une approche qui vient vraiment euh, disons, à cheval entre le marketing et le développement personnel. Donc, c'est quand même une approche différente avec le storytelling que j'appelle introspectif. Puis, je trouvais ça bien cool de pouvoir aller m'ajouter, si on veut, à cette bibliothèque-là pour montrer que, ouais, tu sais, c'est possible. Il y a quelque chose d'autre qui peut ouvrir à une belle connaissance de soi, je vais dire ça, en tant qu'entrepreneur, pour mieux se raconter. Fait que j'aime cette diversité-là, cette ouverture-là et cette inclusion-là, dans les approches notamment aussi. Ah, ça fait déjà presque 1 heure qu'on se parle, c'est fou, ça Oui. va vite, hein? Pour ceux qui aimeraient là, continuer la conversation, qui ont eu une révélation là aujourd'hui côté pub et qui se disent waouh, ça me parle, c'est quoi la meilleure porte d'entrée pour connecter avec toi? Où est-ce que tu veux référer les gens? Il y a deux choses, je pense, où on communique le plus. Premièrement, comme moi, personnellement, mon LinkedIn, c'est le meilleur endroit pour ça, Charles d'Avignon. Sinon, notre infolettre, c'est là où j'écris le plus, puis qu'on communique le plus sur nos trucs, sur nos webinaires, sur tout ce qui se passe. Je pourrais t'envoyer le lien si tu veux le Ouais. mettre en description de l'épisode. Mais sinon, dépendamment de quand tu publies, théoriquement, on est en vente du cabinet. Donc, tu sais, c'est l'occasion. Tu sais, le cabinet, on peut pas le vendre à l'année parce que c'est des produits comme qui sont. C'est un trop bon deal pour qu'on. Je pense pas qu'on arriverait à convaincre les gens de le garder comme ça tout le temps. Et puis nous Donc, autres, ça en se tant que termine le créateurs, Charles, on premier. pourrait pas soutenir ce beat-là à Exact. l'année. Exactement, exactement. C'est quand même un gros projet. Fait que c'est en vente jusqu'au 1er octobre à minuit. Tu sais, c'est le moment pour en profiter. C'est 124 produits à comme 97% de rabais. C'est le meilleur moyen de découvrir plein de nouvelles perspectives, plein de nouvelles idées, mais des idées qui s'implémentent vite. C'est pas 124 formations que je vais devoir mettre 1 an à mettre en place. C'est 124 trucs. Je vais sélectionner qu'est-ce qui m'intéresse, puis je vais le mettre en place en une demi-journée chaque.
Puis à partir de, je pense, 4 ou 5 produits, ça rembourse le prix du cabinet. Mais on a des gens qui en ont fait 100 l'année dernière, puis qui ont adoré. Tu peux en faire le nombre que tu veux. L'idée, c'est vraiment de choisir qu'est-ce qui est important pour toi, puis d'en profiter au maximum. On a tellement eu des bons témoignages que je pense que c'est difficile de passer à côté d'une offre comme ça. C'est bien dit, très bien dit. J'espère que pour toi qui nous écoutes, que cette conversation-là t'a donné envie de réfléchir à la place de ton identité à travers ton histoire, hein, la façon dont tu peux l'amplifier. Si tu as envie d'explorer ça encore plus loin, bien sûr que le cabinet des curiosités, c'est une occasion unique avec 124 créateurs francophones qui mettent leurs petits produits au même endroit. Si jamais tu décides de te le procurer en passant par mon lien, ben c'est moi qui vais recevoir la vente. C'est un petit geste qui permet de continuer à créer du contenu gratuit, comme celui que tu écoutes en ce moment. Mon podcast fait partie des gratuités, effectivement, que j'offre. Donc, le lien est dans les notes de l'épisode. Fait que si jamais ça t'appelle, puis surtout, choisis ce qui fait du sens pour toi. Donc, merci Charles pour la belle discussion. Merci pour l'invitation. Puis, je te souhaite une bonne, alors que ça c'est publié, une bonne fin de lancement pour Merci, le cabinet. merci. Oui, c'est gentil à toi aussi. On se dit à bientôt dans un prochain épisode avec Rosalie Côté, que tu connais. On va parler d'études de cas avec Carambole et de storytelling, bien évidemment. On va marier ça ensemble. Donc, voilà. Incroyable. Merci Charles. Salut. Bye bye, merci. Merci d'avoir été là. C'est toujours un privilège de te savoir quelque part assis avec moi sur ma galerie. J'espère que ça t'a donné envie de t'arrêter un instant, juste assez pour te recentrer, te déposer, puis peut-être découvrir une pépite de connexion que tu n'avais pas encore vue en toi. Si le cœur t'en dit, abonne-toi, puis prends un instant pour laisser 5 étoiles ou un petit mot. C'est tellement la meilleure façon de faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs. C'est comme une chaise de plus qui s'ajoute sur ma galerie. Plus on est nombreux à s'y asseoir, plus les conversations voyagent loin. Puis si quelque chose t'a touché aujourd'hui, partage-le en story puis tag-moi, La Voisine Pro. J'adore te lire puis repartager tes réflexions. À bientôt pour un autre épisode à ta couleur.